Bonjour à tous, bonjour Raphaël Schellenberger. Merci d'avoir accepté notre invitation, député Les Républicains du Haut-Rhin, président de la commission d'enquête de l'Assemblée sur la situation énergétique de la France, en particulier sur la filière nucléaire. On en parlera évidemment tout à l'heure. Quelques mots pour vous signaler que notre rencontre est retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale et que le live tweet est assuré par Stanislas Noyer. Et voilà, on va parler de l'actualité en général, de l'actualité parlementaire en particulier. Et on commence par une première question d'actualité de Chantal Didier, en attendant Emmanuel Macron à 13h. Oui, bonjour Monsieur le Président. Il est évident que la question d'actualité, c'est Macron à 13h. Est-ce que vous en attendez quelque chose de ce discours, enfin de cette intervention ? Je crois que la stratégie de communication d'Emmanuel Macron est désormais rodée. On a un système qui est peut-être le plus abouti en matière de communication presse, notamment de tous les derniers présidents de la République, les réunions pré-annonces dans lesquelles on vous dit tout sans rien vous dire, et finalement tout le monde est à peu près au courant de ce qu'il va dire, et je crois que tout le monde a compris qu'il ne va rien dire. Ce qui est vraiment le plus surprenant, ça reste le format. Alors j'ai bien compris que le format est particulier de s'adresser aux Français à 13h, qu'on va chercher une cible électorale bien particulière, alors qu'on est mercredi, que sans sexisme évidemment, la ménagère est à la maison pour s'occuper des enfants. Enfin, c'est quand même ces éléments de langage qui nous partagent, ce qui est assez effrayant quand on a des ministres chargés de l'égalité femmes-hommes, que de développer des stratégies de communication aussi cyniques et aussi archaïques finalement que de chercher à s'adresser aux mères de famille pour qu'elles n'aient pas peur pour leurs jeunes enfants quand ils sortiront dans la rue. Ça dégrade quelque part, peut-être c'est ce qui me dérange le plus, ça dégrade l'image du président de la République. Quand le président de la République s'adresse aux Français à la télévision, ça doit être un moment solennel, et le moment solennel, de façon sécularisée, en quelque sorte en France, c'est le 20h, quoi. C'est pas le 13h. Le Trésor, il s'adresse aussi aux retraités actuels en disant, voyez, vos pensions ne baisseront pas. Non ? Ça, tout le monde l'a compris. Vous n'en attendez pas grand-chose a priori. Selon vous, néanmoins, compte tenu de la situation actuelle, que pourrait dire le président ? Compte tenu de la situation actuelle, ce qu'il ne devrait pas dire déjà, c'est la stratégie qui a été la sienne jusque-là. On divise, on organise le chaos, on se positionne comme le parti de l'ordre. C'est son deuxième mandat, ça marche sur le premier. Sur le deuxième, je pense que c'est usé. D'ailleurs, on le voit dans l'expression d'un certain nombre de mes collègues LR qui, comme moi, ont décidé de voter la censure en début de semaine. Il y a de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la confiance naïve qui est parfois nécessaire dans le pacte politique et le pacte national qui nous lie, mais il n'y a plus cette confiance naïve de dire « Allez, on a l'espoir de pouvoir faire confiance à Macron et au gouvernement, de changer un peu de méthode ». Moi, vraiment, vendredi, c'est ce que j'ai dit à certains de vos collègues, j'avais pas l'intention de voter cette motion de censure parce que je me suis dit, c'est pas de même nature que le vote sur le texte, ce sont deux choses très différentes, et on peut avoir l'espoir que le gouvernement entende le message et le prenne en compte d'une façon ou d'une autre. La réponse que le gouvernement nous a fait tout le week-end, c'est circuler, il n'y a rien à voir. La réponse que Macron nous a fait hier déjà, c'est ne vous en faites pas, je suis encore là, rien ne va changer. Donc je ne m'attends à rien. J'espère simplement qu'il ne profitera pas de ce temps de parole pour crisper davantage, braquer davantage. La sortie de Gérald Darmanin hier soir n'est pas forcément de nature à me rassurer. La censure, vous faites effectivement partie des 19 députés Les Républicains sur 61 qui l'ont voté. Vous l'avez moins voté donc contre la réforme des retraites que sur la méthode, le moment politique ? Moi, j'étais prêt à voter contre la réforme. Je l'ai annoncé avant le vote et avant de savoir qu'il y aurait le 49.3, ce qui en quelque sorte donne une indication à peu près fiable de ce que j'aurais voté quelques heures plus tard. Donc j'étais contre la réforme et notamment sur des raisons qui relèvent de la communication politique qui a accompagné cette réforme. L'arnaque des 1 200 €, l'arnaque des 43 années de cotisation. Encore une fois, qu'il faille construire du compromis.
je le comprends parfaitement, mais on le fait de façon honnête. Et on ne dit pas à la télé haut et fort à une heure de grande écoute, ce sera 1 200 € pour tous les retraités, ce que personne n'avait réellement demandé. Et puis ensuite, au fur et à mesure où on creuse et on gratte, on se rend compte que, ah ben non, c'est une arnaque monumentale. Pareil sur les 43 années de cotisation. C'est ce qui a décidé mon vote contre. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'appartiens quand même à un parti qui a vocation à gouverner, qui a vocation à réformer les retraites et qui a vocation à mettre en le système de retraite, parce que ça n'est pas quelque chose qui peut durablement exister. Alors, si on veut faire le lien avec les auditions que j'ai pu conduire dans le cadre de la commission d'enquête, Nicolas Sarkozy lui-même le disait quand on parlait de ses propres textes, il disait aucun texte n'a vocation à durer pour l'éternité. Tous ont vocation à un moment ou à un autre à être actualisés et mis à jour. Donc le principe même d'une réforme des retraites ne me dérange pas. Le principe de travailler davantage en France ne me dérange pas. Par contre, quand on est dans un moment aussi compliqué qu'aujourd'hui, il faut le faire honnêtement, ça n'a pas été le cas. Donc j'étais contre ce texte, j'étais prêt à le voter. Et une fois que le 49.3 est engagé, je dis voter la censure du gouvernement, ça n'est pas voter contre le texte. Enfin, moi, je fais bien la part des choses. Et vendredi, c'est ce que j'ai dit. Je ne voterai pas la censure simplement parce que je ne suis pas d'accord avec ce texte. Et notamment des éléments d'arnaque dans le débat public, plus que des éléments de fond d'ailleurs. Seulement, quand durant tout le week-end, le gouvernement lui-même a dit « ceux qui ne votent pas la censure voteront le texte », il a invité ceux qui étaient prêts à voter contre le texte à voter la censure. Et quand les responsables de la majorité ont, dès samedi, sorti les arguments visant à décrédibiliser LR, qui est pourtant le groupe parlementaire dont ils ont besoin, eh bien on dit on ne va pas leur faire le cadeau d'être les cocus et en plus de payer la chambre d'hôtel, quoi. C'est pas... Vous avez dit que vous contestiez le passage en force, parce que là vous dites que c'est la méthode un peu les arnaques. Au démarrage, vous aviez dit aussi le passage en force, l'article 47.1, etc. Enfin, c'est vrai quand même que ces articles sont dans la Constitution et que ils sont faits pour justement sortir de l'impasse des majorités relatives. Donc, oui et non. Je pense que vous soutenez quand même la Constitution de la Ve République. Oui et non. Enfin, oui, je soutiens la Constitution de la Ve République, je ne la remets pas en cause, mais je trouve qu'on a une lecture un peu surprenante. C'est pas tant l'usage de l'article 49 et de son troisième alinéa qui me surprend que la manière, encore une fois. Et la manière, c'est deux choses. C'est d'abord la mobilisation du premier alinéa de l'article 47, donc l'utilisation de l'article de la Constitution qui permet la discussion d'un budget rectificatif. Bon, quand on réforme les retraites, on ne fait pas un budget rectificatif. Je crois que c'est dévoyer l'esprit de la Constitution que de considérer qu'une réforme des retraites s'apparente à un budget rectificatif. Même si dans le champ du PLFSS, les éléments concernant l'équilibre des retraites sont présents, quand on présente une réforme des retraites, ça n'est pas un budget des sécurités sociales rectificatif. Pourquoi on mobilise ça? Pour avoir un 49.3 gratos, suite à la réforme de la Constitution voulue par Nicolas Sarkozy. Donc on comprend dès le début qu'on pourrait avoir un 49.3. Ok, c'est communément compris, c'est peut-être même communément accepté. Et jusqu'au jour du vote, on a le gouvernement qui nous explique le matin encore que non, pas de 49.3, et qui à 15h annonce le déclencher pour 15h15. Ils auraient ne serait-ce que passé une semaine avant pour essayer de préparer l'opinion publique au fait qu'effectivement, ils n'arriveront pas à dégager une majorité à l'Assemblée nationale sur ce texte, qu'il va falloir mobiliser, mettre en jeu la confiance dans le gouvernement, ça serait sûrement mieux passé. Je corrige juste un des éléments que vous avez présenté. Je pense quand même que dans l'esprit de la cinquième, le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ne permet pas de répondre à une situation dans laquelle il y a une majorité relative, il permet de tenir sa propre majorité. J'aime bien quand même le rappeler, la Constitution de la cinquième n'a pas été pensée pour fonctionner avec une majorité relative aussi fragile.
a été pensée pour être dans un système majoritaire. Et la difficulté à laquelle on a à faire face, c'est bien qu'on est en train de tordre la Constitution pour une situation politique que la 5e était justement pensée pour éviter. Quelle est la porte de sortie au point où les choses en sont? Est-ce qu'il est encore temps d'expliquer la nécessité de la réforme, ce que devrait notamment faire le président tout à l'heure à la télévision? Est-ce que c'est une porte de sortie politique et tenter d'élargir la majorité comme le suggère Édouard Philippe, notamment peut-être du côté des Républicains? Est-ce que c'est une porte de sortie institutionnelle, même si on sait qu'a priori Emmanuel Macron a déjà en partie fermé la porte à une dissolution, un référendum, etc. Comment fait-on? D'abord, je crois qu'il est plus temps d'expliquer la réforme. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de cette réforme, c'est qu'elle n'a pas été expliquée avant. Je lisais dans les colonnes, je ne sais plus, de l'Express, je crois, une interview de l'ancien DRH d'Orange, oui, France Télécom Orange, que je trouvais très intéressante. Il disait, dans n'importe quelle grande structure, quand on veut mener une réforme sérieuse, d'abord on prend le temps de partager le diagnostic. Et ce temps du partage du diagnostic n'a pas été fait, tout simplement parce que les spécialistes même les plus objectifs des retraites n'étaient pas d'accord sur la lecture. Donc le temps nécessaire à l'explication du contexte n'a pas été pris. Pourquoi? Pour des raisons électorales. On a bien compris que 2023 est la seule année avant longtemps sans élection, que c'est le moment de passer la réforme la plus impopulaire et que donc il faut faire vite. Oui, enfin quand on touche à une réforme qui touche à chacun des Français, on ne le fait pas sur un calcul électoral, fût-ce dans une année sans élection. On prend le temps de partager un diagnostic. Et donc ça n'est plus le moment d'expliquer la réforme. Le moment d'expliquer la réforme, c'était avant d'en discuter. Je ne parlerai pas de tout le processus de compromis tel qu'il a été fait. Je veux dire, ça démontre à quel point ni Elisabeth Borne, ni Emmanuel Macron, ni sa majorité parlementaire n'ont compris ce que c'est que réellement la construction du compromis politique et du consensus au sein d'un dialogue parlementaire. Quelle est la porte de sortie? D'abord, ce n'est pas à moi de l'imaginer. Mais j'aime bien le dire, quoi, parce que finalement, quand on est dans une situation où quand on balance des idées, elles sont immédiatement reprises et puis elles sont transformées comme étant les idées du pouvoir sans copyright. On parlera peut-être tout à l'heure des coïncidences qui accompagnent la commission d'enquête parlementaire sur l'énergie. C'est assez intéressant. Par contre, moi, une seule chose que j'ai envie de dire, c'est que la sortie de cette crise politique qui n'est pas contemporaine de la réforme des retraites, qui en réalité a quasiment 1 an. L'absence de débat à l'occasion des élections présidentielles, c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Elle n'existe que par le temps. Et on ne peut pas décréter par une décision la sortie de crise. La sortie de crise, elle passera par, de mon point de vue, une décision qui vise à donner du temps au dialogue et à la construction d'une nouvelle pratique des institutions. Voilà. Moi, c'est ce conseil que j'ai envie de donner. S'il y a une chose à faire, c'est prendre une décision qui est celle de se donner le temps. Il y aurait eu plein d'urgences à réformer en France. Il avait 5 ans pour le faire. Il ne l'a pas fait. Maintenant, on prend le temps d'imaginer ce que c'est que le fonctionnement de la 5e sans majorité absolue. Anita ? Je voulais vous demander si vous-même, vous avez subi beaucoup de pression de la part de vos électeurs pour cette réforme. Et dans la suite de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il est possible de prendre le temps alors qu'il y a un chaudron dans le pays? Alors, sur les pressions, oui et non. Enfin, c'est devenu lot commun pour nous de recevoir des dizaines, des centaines, des milliers de mails sur des textes. D'ailleurs, c'est à peu près certain que dès que vous avez un texte qui concerne le bien-être animal, vous allez recevoir 25 000 emails sur la boîte de l'Assemblée. Vous allez être tagué sur Instagram, sur à peu près 10 posts par jour. Oui, et le député de ma circonscription, qu'est-ce qu'il fait? Donc,
Ça fait partie de l'environnement. On l'a évidemment eu sur les retraites. Encore une fois, l'archétype de l'exemple, c'est un texte sur le bien-être animal, quoi. Vous êtes à peu près certain que vous allez subir la pression en nombre, en masse, par des bots sur Internet. Moi, ce qui a été différent, et je vais vous dire vraiment ce qui m'a fait changer ce week-end, c'est que ce week-end, j'ai eu quelques actes de vie quotidienne qu'ont à peu près tous les habitants de n'importe quel territoire. Et j'ai un tout petit peu observé ce qui se passait autour de moi. Dans les rayons du supermarché, sans forcément être reconnu quand tu te balades en survêtement pour aller remplir ton caddie comme tout le monde. T'écoutes un tout petit peu ce qui se dit dans les rayons sans que les gens te reconnaissent, discutent entre eux. C'est fondamentalement ça qui m'a fait changer d'avis. C'est de me rendre compte à quel point sur le parking, à la caisse, dans les rayons, c'était le sujet de discussion. Et le sujet de discussion, c'était pas tant les retraites que le 49.3. Je veux dire, la violence de la façon dont la décision est prise. C'était ça le sujet de discussion que j'ai vraiment senti, moi, ce week-end, dans les actes de la vie quotidienne. Et je pense qu'en tant que parlementaire, on a une responsabilité quand on ressent ça. Vous évoquez la violence du 49.3. Est-ce que, par ailleurs, les menaces, les intimidations qui peuvent être faites aux élus, et en particulier à ceux qui sont favorables à cette réforme, vous inquiètent ? L'Assemblée nationale a fait savoir ce matin qu'elle se porterait systématiquement partie civile lorsqu'un député choisirait de porter plainte. La semaine dernière, la permanence d'Éric Ciotti, le président de votre parti, a été dégradée avec une inscription, la motion ou le pavé. Est-ce que ce climat vous inquiète et là encore, quelles sont les réponses? Comment D'abord, juste sur le 49.3, je veux dire, le principe du 49.3 est dans la Constitution, son existence, moi, ne me choque pas. Mais si celui-là crispe particulièrement, c'est pour ce que j'ai dit tout à l'heure, sa mobilisation tardive, et pour une seconde chose dont moi je pense que c'est déterminant dans la perception qu'en ont les Français, c'est la façon dont il a été mobilisé sur le budget. Parce que tout ça est lié, hein, c'est un continuum. Moi, je fais partie de ceux qui, dès septembre, ont dit que le budget n'a pas d'autre solution pour être adopté que le 49.3. C'est logique. Il n'y a même pas la peine d'essayer de construire un consensus, c'est le budget. Autant on peut discuter sur des textes, on l'a vu sur le nucléaire, on l'a vu sur les retraites d'une certaine façon, pour constituer des majorités de projets, autant sur le budget, c'est par nature impossible. C'est le vote qui détermine si on est dans la majorité ou dans l'opposition. Et le problème, ça n'est pas l'usage du 49.3 sur le budget, c'est le sketch qu'a fait Elisabeth Borne de vouloir à chaque fois y échapper. À chaque fois, on s'est posé la question de savoir va y avoir, va pas y avoir. À chaque fois, elle a essayé de jouer le jeu de la démobilisation de l'opposition. À chaque fois, elle s'est dit j'aurais mobilisé les miens, eux ne seront pas assez nombreux, je vais réussir à arracher un vote et les piétiner un peu plus. Je ne veux pas faire de politique fiction, mais on se serait retrouvé à la fin du mois d'octobre. Elisabeth Borne aura dit « Il y aura l'engagement de la responsabilité de mon gouvernement pour l'adoption du budget du premier jusqu'au dernier vote ». Je pense que personne n'aurait compté pour savoir si on avait 8 ou 10. Parce que tout le monde aurait bien compris que c'était la procédure parlementaire de l'adoption du budget. Et finalement, à partir du moment où on a commencé à engager le 49.3 sur le premier vote, on est obligé de l'engager jusqu'au dernier. Et on lui comptait un 49.3. Aujourd'hui, dans les éléments de langage qu'on entend, on en est au 11e. Ben oui, parce qu'à chaque fois, elle a maintenu le suspense, va mobiliser, va pas mobiliser. Sur la question de la violence vis-à-vis des élus, clairement, on est sur quelque chose qui augmente, je pense, qui augmente pour plusieurs raisons. D'abord, la facilité de l'anonymat. Sur les réseaux sociaux, c'est d'une violence sans nom. On s'y est fait, on s'y est peut-être même un peu trop habitué. Je pense qu'il faudra qu'on en prenne conscience et que, à force d'habituer l'opinion publique à la facilité d'insulter les élus de façon anonyme, eh bien, il y a du passage à l'acte qui est facilité. C'est la situation dans laquelle on est. Ça a été permis aussi par un discours politique auto-flagellant de la classe politique. Les élus sont comme tous les Français. Il y en a des bons, il y en a des très honnêtes, il y en a des particulièrement intègres,
Puis il y en a quelques-uns qui, comme dans toute la classe sociale française, ont des casseroles. Pas plus, pas moins qu'ailleurs. Sauf que ce sont des élus de la nation et il est normal que quand ils se font avoir, ça se sache. Et en 2017, la première loi, je ne l'oublie pas, la première loi d'Emmanuel Macron a été une loi qui appuyait là-dessus. Transparence de la vie publique. Encore une fois, comme si c'était le scandale en France, la situation de la classe politique. Je suis désolé, il n'y a pas un métier où tu montres patte blanche pour le faire, où tout le monde peut voir sur un site internet quels sont les revenus que tu avais les 5 ans qui précèdent l'exercice de ton mandat, quels sont les éventuels revenus que tu as en complément de ton mandat, quelles sont les activités, quelles qu'elles soient, que tu exerces à l'occasion de ton mandat. Moi, j'ai mis toutes les associations dans lesquelles je suis engagé à titre bénévole. Et ce n'est pas lié à mon mandat. J'étais engagé dans une dizaine d'associations avant de faire de la politique. Bah, c'est comme ça. Tout est consultable sur Internet. Tout mon patrimoine est disponible à la préfecture. Par chance, je n'ai pas eu de vie avant la politique. C'est assez facile à lire. Voilà. Mais si j'avais eu une vie avant la politique, je ferais partie de ces gens qui sont pointés du doigt. Oui, bonjour, Adrien Canon, l'AFP. Est-ce que vous ne craignez pas de participer à une implosion de LR en ne respectant pas la ligne de votre parti et de votre groupe? Et par ailleurs, comment vous analysez les 3 votes de votre groupe en faveur de la motion de censure du Rassemblement national? Est-ce que pour vous, c'est un changement de ligne ou quelque chose comme ça? Alors, moi, je n'ai pas peur de faire imploser mon parti. On traverse une passe difficile. On traverse un moment, je l'espère, de prise de conscience, comme beaucoup de partis de droite, de gouvernement à l'échelle européenne, qui ont perdu des élections à un moment ou à un autre. Le problème de la droite parlementaire et de la droite de gouvernement française, c'est qu'il lui a fallu plus de 10 ans pour faire pour engager sérieusement le travail de remise en question. Et on n'y est pas encore tout à fait. Le problème auquel on a à faire face, c'est celui-là. Quand on voit comment les Allemands, quasi immédiatement après leur défaite, se sont remis en cause, sont en train de revenir, y compris sur des fondamentaux de ce qu'ont été les stratégies de majorité d'Angela Merkel, on se dit on a vraiment mis beaucoup de temps à faire le diagnostic de notre échec. Il y avait eu quelques voix dans notre famille politique qui, dès 2012, y avaient appelé. On ne l'a peut-être pas fait, on ne l'a pas fait pendant trop longtemps. Il est temps de le faire. La réalité, c'est qu'il existe encore chez nous des gens qui ne souhaitent pas qu'on le fasse. Moi, l'argument que j'ai trop souvent entendu dire « c'est dans nos programmes depuis 10 ans, donc il faut qu'on le fasse », c'est exactement ce genre d'argument que je ne peux plus entendre. Donc oui, c'est un message exigeant, c'est un message fort, mais c'est un message essentiel si on veut retrouver le pouvoir. Quant aux 3 votes sur la deuxième motion, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à lire à ce niveau-là. C'est plus une interprétation d'une forme de cohérence en disant si j'en vote une, il n'y a pas de raison que j'en vote pas les 2. Bon, je ne suis pas sûr qu'il faille lire ça comme un changement de dogme chez LR. Je ne le vois pas comme ça. Vous ne diriez pas aujourd'hui, comme Manuel Valls en son temps à propos de la gauche, qu'il y a aujourd'hui 2 droites irréconciliables chez les Républicains? Non, il n'y a pas 2 droites irréconciliables. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est moins nombreux, mais Emmanuel Macron continue de faire peser toute la pression sur les Républicains et confond des notions de façon... des notions qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas en France, et les confond de façon volontaire. Voilà, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter, on en parlera peut-être d'un pacte de gouvernement, d'une coalition, mais une coalition, ça n'est pas une fusion-absorption. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans le modèle allemand. Coalition, ça veut dire accord entre gens différents sur l'essentiel. Or, la communication du gouvernement immédiatement après les législatives en juin, c'était « mais on va mener une politique de droite, donc il n'y a pas de souci, la droite peut venir chez nous ». Non. Coalition, ça veut dire chacun dans sa maison, mais on partage l'espace public. C'est ça que ça veut dire. Et ça, ils ne sont pas prêts à le comprendre,
parce qu'ils ont gouverné pendant 5 ans sans parti politique. Et qu'on a fini par s'habituer en France à l'absence de l'existence de partis politiques. Et ce qui s'est révélé dans l'explosion des votes chez LR, là, dans la division des votes, ce qui se révèle depuis quelque temps, d'ailleurs, il y a des votes plus symptomatiques encore que le vote sur la retraite, c'est la faiblesse aussi de notre rapport aux partis politiques, et c'est la démonstration aussi qu'à droite, on a peut-être un peu oublié la primauté du parti politique dans le débat public. Chantal et puis Nicolas. Donc, qu'attendez-vous du Conseil constitutionnel qui va rendre un rapport apparemment très rapidement? J'espère qu'il expliquera qu'une réforme des retraites, ça n'est pas un budget rectificatif. Voilà. On verra, je ne suis pas un parfait constitutionnaliste, mais j'espère que s'il venait à censurer un certain nombre de mesures d'accompagnement qui font partie du deal global, en réalité, il soit un peu plus sérieux sur l'ensemble du principe de réforme de retraite, qu'on ne peut pas passer sur un budget rectificatif, quoi. C'est pas possible. On a plein de moyens parlementaires pour tenir les débats. Moi, j'aurais préféré qu'on mobilise du temps législatif programmé que cet article 47.1. Enfin, c'était beaucoup plus logique et sensé et respectueux du pluralisme que laisser l'espace à la stratégie parlementaire d'empêchement qui a été celle de la NUPES, quoi. Oui, Nicolas Doménac. On comprend très bien les critiques que vous portez à la réforme, sur les arnaques notamment, etc. Ce que je comprends, alors plus du tout, c'est ce que vous faites dans une famille politique dont tous les chefs, tous, ont dit que c'était leur réforme. Le président du Sénat, le président du groupe sénatorial, le président de votre groupe, le chef de parti. Et vous venez nous dire en plus, à la fin, qu'il faut donner plus d'importance aux partis, etc. Vraiment, là, je ne comprends pas pourquoi vous y êtes encore. Alors j'y suis encore parce que je crois au parti politique. Parce que contrairement à Emmanuel Macron, je crois à la nécessité du parti politique. Je ne crois pas à l'homme providentiel. Parfois il existe. Ça a pu arriver, et les hommes providentiels n'existent que dans les drames de l'histoire. Sinon il n'y en a pas. Et sinon la politique, elle se fait par les institutions et les structures, et les partis politiques font partie de ces institutions. Et c'est pas simple d'être dans un parti politique. C'est un lieu dans lequel on se retrouve par l'essentiel, mais dans lequel on se bat pour faire valoir ses nuances et les rendre majoritaires. Et on a besoin de partis politiques. Et le drame de la démocratie actuellement, c'est que nous n'avons pas de partis politiques. Et je le disais à certains collègues de La République En Marche qui s'amusaient de voir certains de nos grands élus locaux quitter les Républicains, je dis, vous en faites pas, vous réjouissez pas trop vite. Ces grands élus qui quittent les grands élus locaux qui quittent les Républicains, ils ne viennent pas chez vous. Ils quittent les Républicains pour rejoindre ce formidable parti politique des partisans d'abord de leur territoire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit un contrat social. Moi, j'ai été maire d'une petite commune. Et je le dis avec un brin de provocation. On n'entretient pas un trottoir de la même façon quand on est de droite ou quand on est de gauche. Et on ne peut pas dire « moi, ce qui me préoccupe, c'est le trottoir, avant la politique ». Non. Ce qui nous préoccupe, c'est le contrat social que nous devons avoir au niveau de la nation. C'est ça l'engagement politique. Qu'est-ce que je fais encore dans ce parti politique? Je partage l'essentiel, la place de la création de valeur dans notre société, la confiance dans un système basé sur la croissance, la reconnaissance de la valeur du travail. Mais je ne crois plus à la déclinaison que nous avons faite de ces valeurs dans un certain nombre de mesures techniques. Et je ne crois pas que le moteur de la réforme puisse être l'institution chargée du conservatisme. Le Sénat est constitutionnellement l'institution chargée du conservatisme. Et je le dis au moment où je dis que plus que jamais nous avons besoin d'une institution conservatrice en France. Plus que jamais. Les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux rendent plus que jamais nécessaire en France une institution conservatrice dans le processus législatif. Plus que jamais. Mais la réforme, elle ne peut pas venir de la Chambre qui est chargée de ralentir les débats. Voilà. Donc la réforme, elle ne peut pas venir du Sénat. Et finalement, les sénateurs font ce qu'ils ont à faire, être conservateurs. Nous devons faire à l'Assemblée nationale ce que nous avons à faire,
produire des idées, décliner nos valeurs en propositions techniques. Et ce que nous avons fait à quelques-uns, avec Aurélien Pradier, ça n'est pas dire qu'il faudra travailler moins en France. C'est dire respectons le travail là où il est. On n'a aucun moment dit qu'il fallait travailler moins. On a simplement dit il faut que tout le monde fasse un effort, y compris ceux qui entrent très tard sur le marché du travail et qui constituent le cœur de cible de l'électorat de Macron. François Gervais, Horizon Politique. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une co-responsabilité, une co-construction sur ce problème du travail, puisqu'on va refaire la loi du travail, et avec qui? Il ne peut pas y en avoir tant qu'on reste dans cette logique de rapport de force imposé de l'Élysée. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas un vrai pas de côté pour dire « ok, recommençons ». Un vrai pas de côté, je pense qu'on n'y arrivera pas. Voilà. Ensuite, c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'on se repose la question du travail. On a vu un certain nombre de révolutions techniques changer fondamentalement certains métiers, certaines tâches. Ça se poursuit parce que, y compris les tâches intellectuelles routinières, sont en train d'être révolutionnées. La vraie révolution, c'est que le travail administratif répétitif est lui aussi en train d'être rattrapé par la dynamique du digital. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. On a envoyé des générations de jeunes en déshérence se former au codage pour développer des sites web, et puis on est en train d'avoir aujourd'hui des robots qui vont être capables de le faire à leur place. Donc tout ça, ce sont des sujets qui vont venir. On ne peut plus être dans ce monde où, au JT de 13h de TF1, tiens, il m'est arrivé ce week-end de le regarder, on fasse l'éloge de ce jeune cadre dynamique qui code des sites internet 4 heures par jour, à qui ça suffit pour vivre et qui ensuite va à la plage le reste de la journée profiter avec ses amis. Une société ne peut pas avancer tant qu'elle est dans ce paradigme-là. Donc on a pu profiter d'une forme de bulle ces 10-15 dernières années pour profiter de ça parce qu'il y en a qui ont senti le filon. Ils sont en train de se faire rattraper par leur propre logiciel. Donc il faut qu'on ait cette discussion sur le rapport au travail, la place du travail, la nécessité du travail. Ce qui aurait été bien, c'est que ça vienne avant la réforme des retraites. Ce qui est amusant, c'est que même dans la majorité, ils disent tous cela. Bon. Mais c'est vrai, ce qui est affligeant, c'est que c'est vrai pour le travail et les retraites, c'est vrai aussi pour l'énergie. On a eu un texte pour la gauche sur les ENR en septembre, on a eu un texte pour la droite sur le nucléaire jusqu'à cette semaine, et puis on verra après pour la loi programmatique, c'était prévu avant l'été, finalement ça sera peut-être à l'automne. Bon. Vous l'évoquiez à l'instant, le projet de loi d'accélération du nucléaire a été voté très, très largement hier soir à l'Assemblée nationale. Même par les socialistes. Alors pas par les socialistes, je crois. Si, les socialistes, oui. Les communistes, oui. Les communistes, mais pas les socialistes. Les communistes, en tout cas, au Rassemblement national, en passant par les Républicains. Je crois que les socialistes, finalement, ne l'ont pas voté, me semble-t-il. Mais en tout cas, une très large majorité à 402 voix contre 130. Ce texte-là, et on fera le lien avec la commission d'enquête que vous présidez, ce texte-là sur le nucléaire, il était quoi, selon vous, utile, nécessaire, suffisant ? Il est une agréable coïncidence avec l'annonce de la commission d'enquête. Je reprends le déroulé de ces derniers mois. Nous annonçons, j'ai proposé à Olivier Marleix le principe de cette commission d'enquête avant l'été. On en a discuté fin juin, début juillet, et on a décidé au courant de l'été de la lancer. Et on a décidé de lancer le calendrier pour que cette commission d'enquête enjambe l'hiver. Et donc on l'annonce très vite, avant le début de la session parlementaire, dès le début du mois de septembre. Peut-être même fin août, je ne sais plus. Très vite, on fait savoir qu'on va mobiliser notre droit de tirage sur ce thème-là. Avant même d'ailleurs d'avoir rédigé la proposition de résolution. Et 2 semaines après,
on reçoit dans nos boîtes mail un brouillon qui vient du conseil parlementaire d'Agnès Pannier-Runacher, d'un texte de loi qui pourrait ressembler au texte sur les ENR, mais conjugué pour le nucléaire. Un brouillon, hein. Enfin, je veux dire, j'ai reçu un document Word, il était encore commenté à la marge, quoi. Enfin, j'ai hallucinant sortant d'un ministère. Donc, on comprend bien qu'il y a un calendrier, et la mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale correspond peu ou prou à la date de rendu des travaux de la commission d'enquête. Hein, grosso modo 2 semaines avant, date qui est connue dès le lancement de la commission d'enquête, puisque constitutionnellement, une commission d'enquête parlementaire dure 6 mois ferme. Voilà, donc voilà pour le texte. Donc vous nous dites que le projet de loi finalement d'accélération a été accéléré en raison de votre commission d'enquête. A été imaginé même. Même s'il était en germe, avec le discours de Belfort du président qui avait annoncé une forme de relance du nucléaire, on ne savait pas encore comment et... Non, la relance, c'est autre chose. Alors, on rentre dans la discussion de savoir si c'est suffisant. Ce texte est un outil de communication. Je ne dis pas que ça n'était pas nécessaire. Et je pense que c'est encore nécessaire que ce gouvernement fasse la démonstration de sa volonté sincère d'aller au bout sur ce sujet-là. Le ministère de l'Énergie est toujours positionné dans les locaux du ministère de l'Écologie, qui est largement pénétré par l'idéologie antinucléaire. Elisabeth Borne elle-même, et on l'a vu à l'occasion de son audition, n'est pas encore convaincue de la nécessité de la place du nucléaire et de la possibilité de la diversification du nucléaire dans le mix énergétique, et là je pèse mes mots, énergétique français, pas seulement électrique. Donc ça veut dire qu'il y a encore besoin de communiquer et de convaincre. Et ça veut dire que ce gouvernement a encore besoin de convaincre à l'extérieur de la sincérité de son propos sur l'énergie. Donc si ce texte contribue à cela, alors il est bienvenu. Alors il est bienvenu, il n'est pas suffisant, il est utile. Est-ce qu'il était nécessaire à ce moment-là? J'ai envie de dire, j'en sais rien. En tout cas, le signal qu'il donne était nécessaire. Ça reste un texte qui contribue à corriger des anomalies en matière de droit de l'urbanisme. Enfin, pour tous ceux qui ont visité une centrale nucléaire et qui ont traversé le bled qui est à côté, savent que au-delà de la manne financière que représente une centrale nucléaire pour la collectivité locale, une commune de quelques centaines d'habitants n'a pas l'ingénierie en matière d'instruction des droits du sol pour instruire des autorisations de permis de construire relevant de la construction d'une centrale nucléaire. C'est normal que ce soit l'État qui instruise ça. Ce n'est pas au maire d'une commune de quelques centaines d'habitants de faire ça. Donc c'était une anomalie qui s'était progressivement installée dans la loi. Tant mieux qu'on la corrige, tant mieux. Mais ce texte ne fait que ça. Concernant la commission d'enquête que vous présidez, qui a achevé ses travaux d'audition, en tout cas la semaine dernière, en auditionnant, c'était une première, 2 anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Vous avez auditionné de nombreux acteurs du secteur, de la filière nucléaire en particulier, anciens présidents d'EDF et actuels également. Beaucoup d'anciens ministres jusqu'à l'actuelle première ministre. Quelles sont les premières conclusions que vous tirez de ces travaux, sans déflorer le rapport final qui est préparé par votre collègue de Renaissance, mais quelles sont les premières conclusions que vous tirez de ces 6 mois de travaux? D'abord, je me satisfais qu'on ait mis par les travaux de cette commission d'enquête d'abord le rôle du Parlement au cœur du débat public. Enfin, je me satisfais vraiment de voir à quel point nos travaux ont été suivis, commentés, analysés, et du consensus de la critique sur la nécessité d'un travail parlementaire de fond et un peu sérieux. Ça redore un tout petit peu le blason de nos métiers et de notre travail dans une période qui était celle d'un débat budgétaire complexe et celle de l'obstruction parlementaire par la NUPES sur les retraites. Pendant ce temps, dans une autre salle à l'Assemblée, on faisait un travail sérieux. Ce travail sérieux, il a obligé le gouvernement à avancer. C'est la démonstration que l'évaluation des politiques publiques et le contrôle du gouvernement, qui sont des missions qui nous incombent, peuvent être utiles et peuvent concrètement changer les choses. Je vous ai parlé de la coïncidence du texte sur le nucléaire. Je peux vous donner quelques autres exemples. La coïncidence, par exemple, autour de l'annonce par Agnès Pannier-Runacher d'une
de la création d'une task force européenne pour la promotion de la filière nucléaire et la défense de la filière nucléaire. C'est une annonce qui suit de 10 jours l'audition d'Éric Besson par notre commission d'enquête, qui a largement tourné autour de la méthode qui a été la sienne pour imposer la position française à Bruxelles lorsqu'il était ministre. C'était le cœur de l'audition d'Éric Besson. À peu près 2 semaines après, Agnès Pannier-Runacher annonce Urbi et Orbi mettre en œuvre une méthode qui ressemble trait pour trait à celle qui était celle d'Éric Besson. Deuxième coïncidence, nous avons passé beaucoup de temps, notamment au début de nos auditions, à questionner le choix autour de l'abandon du projet Astrid, autour de la proposition qui avait été faite par Daniel Ververde de ne pas forcément construire Astrid, mais d'imaginer un démonstrateur plus petit qui permette de poursuivre la recherche et d'incrémenter la connaissance et l'expérimentation de la connaissance sur le sujet. Questionner cela sur la position qui a été celle du gouvernement d'Édouard Philippe. On a eu, début du mois de mars, des annonces qui accompagnent la création et l'accompagnement de start-up autour de projets de RNR qui ressemblent trait pour trait à ce que le CEA proposait comme issue à Astrid. Et on confie ça à Framatome, entreprise détenue par l'État. Alors tant mieux, et je m'en réjouis. Et je me réjouis d'imaginer que ces coïncidences ont été rendues possibles par le travail de contrôle du législateur. Alors quelles sont les conclusions que je tire? D'abord ces réjouissances-là. Ensuite, un vrai travail de fond qu'on a à faire sur le rapport du politique aux faits scientifiques. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une forme de gravité sur ce thème-là. Je regrette, et c'est quelque chose qui a un peu émaillé certaines auditions, l'effacement progressif des travaux de l'OPEXT, qui est une belle instance du Parlement et qui devrait avoir un rôle plus important encore aujourd'hui que par le passé. Et malheureusement, on entend encore moins l'OPEXT depuis quelques années, alors que c'est justement maintenant que la technique et que la technologie est omniprésente dans notre quotidien qu'on devrait l'entendre davantage encore. Et on devrait vraiment se prémunir de ces sujets dans une époque où les faits alternatifs circulent à vitesse grand V et où une pensée politique est en train d'émerger de façon structurante dans le débat public et qui se fonde sur des idées physiquement fausses, sur des concepts. Oui, mais qu'on applique Bourdieu aux relations sociales, je veux bien. Mais enfin, appliquer Bourdieu aux règles physiques et chimiques et mathématiques élémentaires, ça ne marche pas. Voilà. Donc Bourdieu, c'est bien pour la sociologie, mais pas pour les sciences dures. Voilà. Vous pensez que vous arriverez à un rapport qui sera signé en commun entre vous et le rapporteur Antoine Armand, le député Renaissance, ou est-ce qu'il y aura le mot du président de la commission? Est-ce que vous travaillez de façon suffisamment constructive pour que le rapport fasse l'objet peut-être pas d'une unanimité, mais d'un consensus? Moi, j'en ai la volonté, et je crois que le rapporteur partage avec moi cette volonté. On a vraiment envie de donner une conclusion à nos travaux, qui ont été des travaux sérieux, qui ont été reconnus comme des travaux sérieux. Donc on souhaite tous les deux que le rapport soit lui aussi reconnu comme sérieux et puisse donc être partagé par le plus grand nombre. Je pense qu'il y a un vrai chemin, peut-être même un boulevard pour y parvenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un propos introductif du président et un mot d'appoint du rapporteur et des contributions des groupes politiques. C'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'ensuite il y a l'interprétation qu'on fait du rapport. Mais moi je crois dans la qualité du travail d'Antoine Armand, a priori, et je sais qu'on a bien travaillé ensemble pendant 6 mois, donc j'ai parfaitement confiance dans le travail qu'il va faire dans les prochains jours. Chantal. Oui, vous soulignez, disons, la légèreté de certains parlementaires du Parlement sur la connaissance scientifique, malgré une loi d'Accoyer d'ailleurs qui voulait essayer de développer ce côté-là.
Mais cette légèreté, elle n'est pas que chez les parlementaires. Enfin, quand on a eu quelques extraits des enquêtes, on a l'impression parfois que des grands responsables, soit hauts fonctionnaires, soit même membres du CEA ou d'autres organismes, décident au doigt mouillé. Enfin, je veux dire, le mix énergétique, les 50%, on avait l'impression, on voulait un chiffre rond qui frappe la communication sur des sujets pourtant très très graves. Enfin, est-ce que ça vous inquiète, là? Je veux dire, il n'y a pas que les parlementaires qui seraient légers. Alors, il n'y a pas que les parlementaires qui sont légers, enfin les élus, hein, de façon générale, ou les responsables politiques. Les propos concernent notamment les candidats aux élections et les ministres, plus peut-être même encore que les parlementaires. Il y a aussi, je pense, une partie de notre administration centrale et de la façon dont se construisent les cabinets ministériels. Je ne suis pas d'accord sur les organes techniques de l'État. Je crois que le CEA a été toujours préservé de ça. Ce sont des scientifiques qui sont au CEA. Ce sont des scientifiques qui sont dans les organismes techniques de l'État et ça c'est rassurant. Le sujet, c'est comment sont traitées les propositions qui sont formulées par ces organes techniques. Le sujet, il est davantage à cet endroit-là. Les 50%, c'est vraiment un choix politique, hein, c'est pas un choix qui émane du technique. Ensuite, on ne veut pas en vouloir à l'administration de mettre en œuvre la commande politique. Le rôle de l'administration, c'est de préparer les éléments d'analyse, de formuler les alertes. Est-ce qu'elles sont formulées de façon suffisamment forte, de façon suffisamment visible, de façon suffisamment transparente? C'est peut-être là qu'on peut se questionner. Mais une fois qu'elles sont formulées, le politique décide. Le rôle de l'administration, c'est de mettre les décisions en œuvre. Sinon, on n'est pas dans une démocratie. Hein. Donc, moi, j'en veux pas à une administration ensuite de répondre à la commande ministérielle et de mettre en œuvre la commande du politique. Enfin, quand vous signalez effectivement que la direction de l'énergie est toujours au ministère de l'Environnement, au lieu d'être au ministère de l'Industrie, malgré les exhortations de Louis Gallois, d'ailleurs, qui n'arrête pas de demander que cette direction revienne à l'industrie, c'est quand même un choix... Mais ça, c'est un choix politique. L'organisation des ministères, les délégations des ministres, la localisation, la spatialisation des services, ce sont des choix politiques. Les choix qui sont faits au moment de la constitution du gouvernement. Et quand on s'amuse à imaginer des titres qui font bonne figure... C'est Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui avait pris cette décision. C'est Nicolas Sarkozy qui a pris cette décision. Je ne pense pas que c'était la meilleure. Juste pour revenir sur vos propos sur une coalition, ça veut dire que vous la souhaitez ou pas? Ça vous passionne plus que les travaux de fond? Non, pas du tout. Non, mais c'est un sujet qui revient un peu régulièrement. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avancer ou pas? Et sur quel thème, quelle loi il pourrait y avoir une coalition? Est-ce que c'est possible ou souhaitable? J'ai envie de dire oui aux deux. Après, il y a des conditions. Les Allemands, quand ils montent une coalition, ça prend parfois plusieurs mois. En France, si on le fait pour la première fois, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qu'on va décréter. On ne peut pas faire ça en 2 semaines. Comme on a essayé de traiter un deal sur les retraites entre Noël et l'Épiphanie. Si on veut prendre ce chemin-là, d'abord c'est au président de la République de décider, et puis ensuite de se donner les moyens de parcourir le chemin scabreux de la construction d'une coalition. Et ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. La règle, c'est celle-là. Et ça veut dire reconnaître des partenaires que sont les partis politiques. Donc, et jusque-là, on n'avait ni la volonté de prendre le temps, ni la volonté de reconnaître des partenaires partis politiques. Au sens institutionnel, hein, pas au sens de l'alliance politique, au sens institutionnel. Les partis politiques sont identifiés dans notre Constitution comme étant consubstantiels du débat politique. Ce serait bien que le président de la République, qui ne sait pas ce que c'est, l'accepte. Oui. Édouard Philippe, dans le Figaro, dit qu'il faut une coalition de LR à la gauche, hors la NUPES. Est-ce que vous êtes d'accord? Et avec qui? Encore une fois, et je crois d'abord qu'Édouard Philippe a un petit souci avec son groupe parlementaire. Mais
faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire Non, mais bon, je veux bien qu'on s'amuse de quelques difficultés chez LR à se coordonner. Ce qui est amusant, c'est que dans un groupe qui est 2 fois plus petit, il y a des difficultés, et qui appartient à la majorité, il y a des difficultés du même ordre. Sur les retraites, évidemment que chez LR, la moitié du groupe s'apprêtait à voter contre. Mais enfin, si la moitié du groupe avait voté, mathématiquement, ça aurait pu suffire. Mais il en manquait chez eux, et notamment chez Horizon. Notamment chez Horizon, où Édouard Philippe a passé son automne à expliquer que 64 ans, c'est vraiment un truc de peu de courage, et que lui, s'il avait été là, il aurait fait 67. Quoi, Bon. Donc, les conseils d'Édouard Philippe, moi j'ai envie de lui dire qu'il s'intéresse déjà à son propre courant de pensée, qui n'est pas encore un parti politique. Il est encore loin d'être à la tête d'un parti politique. Il est à la tête d'un club, c'est bien. Maintenant, il faut transformer l'essai si M. Philippe a une vraie ambition présidentielle. Ensuite, sur les conseils qu'il donne, c'est vrai que ça a vraiment été la meilleure partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, la gouvernance Philippe, là où Macron marchait sur l'eau, là où tout était possible en matière de réforme, et là où finalement on n'a rien fait, si ce n'est foutre tous les Français sur les ronds-points. Alors, le bilan d'Édouard Philippe, c'est quand même d'avoir mis tous les Français sur les ronds-points. Donc, les conseils politiques, moi j'ai envie de dire, si Emmanuel Macron veut retrouver le chemin du dialogue avec les Français, qu'il ne suive surtout pas les conseils d'Édouard Philippe. Voilà. Après, ce qu'il en est de sa proposition, encore une fois, si Emmanuel Macron veut prendre le chemin d'une coalition, qu'il le prenne, qu'il en prenne la décision, mais qu'il ait conscience que ce n'est pas un chemin facile et rapide. Juste une autre question. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Laurent Wauquiez ? Son silence a été remarqué. Est-ce que vous le regrettez ? Nous payons là, comme ce que je disais tout à l'heure pour les grands élus locaux qui quittent les partis politiques et qui rejoignent l'immense parti des sans-partis, le problème des conséquences de la fin du cumul de mandats, je crois très, très sincèrement, qui a progressivement détaché la vie politique locale, certaines grandes figures de vie politique locale d'envergure nationale, comme des présidents de région, de la démocratie nationale et du débat politique. Les présidents de région ont certes, sous leur autorité, une administration décentralisée sur un territoire d'envergure nationale, mais ne participent plus au débat politique, là où il a lieu, au sein de l'instance qui représente le peuple français, qu'est l'Assemblée nationale. On a profondément détaché la construction politique et la progression politique avec la fin du cumul de mandats. C'était une belle loi dans la théorie, mais on n'avait pas anticipé la moitié des conséquences pratiques que ça avait, y compris dans la déconstruction du contrat national que ça provoque. Anita ? Je reviens sur... Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question quand je vous demandais comment on sort du chaudron. Parce que je fais des réponses trop longues. Non, pas du tout. Mais j'en conclus que ce serait la constitution d'une coalition qui serait une solution. Je ne sais pas, tant que... Aujourd'hui, on a bien compris qu'Emmanuel Macron ne veut pas dissoudre. D'ailleurs, je pense qu'il a plutôt raison. Alors, quand on dit ça, il faut toujours prendre la précaution de dire « mais je n'ai pas peur de partir aux élections ». De toute façon, par définition, quand on est élu, on n'a pas peur de partir aux élections. Il faut casser ce mythe qui est largement entretenu par l'extrême droite, qui pense qu'elle sortirait grandie d'une dissolution. Moi, je pense qu'il n'y a jamais rien d'écrit d'avance, que des élections, c'est toujours une nouvelle donne et qu'il y a toujours une surprise. Et que moi, je n'aurais jamais peur de partir aux élections. Tout ce qu'on risque, c'est de perdre, mais ça fait partie des risques du métier et c'est quelque chose qu'on connaît dès le départ. Est-ce que c'est la coalition ? C'est un chemin. Est-ce que si Emmanuel Macron le propose, je pourrais moi en faire partie ? Je n'en sais rien. Voilà. C'est un chemin compliqué. Encore une fois, les Allemands, quand ils construisent des coalitions, ils prennent parfois, même immédiatement après les élections, plusieurs mois. La dernière coalition de Merkel, il lui a fallu quoi ? 2 mois, 3 mois ?
pour la mettre sur pied. Au moins 3 mois. Bon, et en même temps, qu'est-ce que ça ferait à la France si pendant 3 mois on votait pas de loi? Franchement, ça nous ferait sûrement pas de mal. Dernière question. Dernière question courte sur le retour au nucléaire. Quelle est votre position sur le fait qu'on ait retiré la mesure sur la fusion IRSN-ASN? Alors, elle n'aurait pas été retirée. Enfin, le gouvernement s'est fait battre hein, par l'absence de ses combattants. Hein. C'est un des problèmes. Hein. Moi, sur le principe de faire évoluer le système de contrôle, de conseil, d'expertise, j'y suis pas défavorable. On entre dans une nouvelle ère pour la filière industrielle du nucléaire. On a besoin d'adapter nos outils administratifs et publics à cette nouvelle ère. Enfin, on attaque Emmanuel Macron ou pas, on attaque une ère qui, pour le nucléaire, sera aussi un défi aussi important que le plan Messmer. Même si je ne souhaite pas qu'il ait la même forme que le plan Messmer, on attaque une ère qui aura la même importance. Il faut donc que les outils administratifs s'adaptent à une nouvelle stratégie. Le tandem IRSN tel qu'elle existe aujourd'hui, ASN, a été pensé dans une ère d'administration et de fonctionnement quotidien sans plan et construction. Donc il faut l'adapter. Par contre, moi je regrette que ce soit une idée qui soit venue sur la table de façon aussi brutale, qu'on n'ait pas eu le temps de discuter. Il y a un certain nombre d'éléments qui étaient très bons dans la proposition. Il y avait un certain nombre d'effets collatéraux qui n'avaient pas été envisagés, sur lesquels il aurait fallu travailler davantage. Voilà, bon, peut-être que c'est un mal pour un bien, même si je regrette parce que du coup des véhicules législatifs dans lesquels on pourra le faire dans les prochains temps, il y en aura peut-être plus tant que ça, mais ça démontre aussi que ce texte n'avait pas été préparé, a été précipité, peut-être du fait des coïncidences que j'ai soulignées tout à l'heure. D'un mot justement pour terminer, votre commission d'enquête présentera ses conclusions début avril, vous avez la date exacte ? Alors elle se réunira le 30 mars pour statuer sur le rapport. Ensuite, il y a 5 jours francs de secret pour le rapport. C'est les règles liées au fonctionnement d'une commission d'enquête. Alors, il n'y aura rien de secret dans notre rapport parlementaire, mais enfin, c'est les règles du fonctionnement d'une commission d'enquête. Et donc, le rapport devrait être disponible autour du 5 avril pour Pâques. N'y voyez aucun signe. Merci Raphaël Schellenberger, merci à tous. Et juste un tout dernier mot pour vous indiquer, on parlait d'Horizon tout à l'heure, que notre invité la semaine prochaine sera Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon à l'Assemblée. Merci à tous.